coût nous pénalise, selon toi? C'est la rémunération du personnel. Dans les autres pays, dans leur immense majorité, le personnel est rémunéré au service, aux tips. Et ça n'a pas. Et globalement, il n'y a qu'un petit salaire minimum qui est payé par l'entreprise. Donc le fameux duo que l'on appelle dans le métier le prime cost, c'est-à-dire le coût matière première additionné avec les frais de personnel, pour qu'on soit rentable, il faudrait tourner entre 60 et 65% du chiffre d'affaires. Quant aux États-Unis, le service qui généralement tourne autour de 15% de rémunération payée par le client qui n'est pas sur le prix de la carte. Je parle de la restauration, service à table. Hein. Restauration rapide, c'est pas tout à fait comme ça. Le prime cost est généralement autour des 60%. En France, on est plutôt autour de 70% parce qu'on doit payer les salaires. Certes, il y a une petite partie de pourboire, ce n'est pas du service. On a un autre problème, c'est complètement en bas du compte d'exploitation, c'est un phénomène presque franco-français qui s'appelle le fonds de commerce. Pour pouvoir exercer, il faut acheter un emplacement, généralement pas des murs, et souvent soit simplement un droit au bail, le droit d'exploiter, ou un fonds de commerce qu'on paye cher parce qu'il y a déjà un peu de matériel et surtout du chiffre d'affaires. Et ça coûte des fortunes. C'était jusqu'à une époque pratiquement un an de chiffre d'affaires. Et ça, il faut bien le financer. Dans beaucoup de pays, tu as un peu l'équivalent avec ce qui s'appelle le kimonet, c'est-à-dire un droit d'accès en loyer, mais on n'a pas un gros investissement à faire. Et dans certains cas, là où nous sommes ici par exemple, il n'y a pas eu de fonds de commerce, mais par contre il y a des loyers qui sont énormes. Et pour qu'un restaurant soit rentable, le loyer doit être inférieur à 10% du chiffre d'affaires. Et c'est devenu rarissime. Quand les concepts étrangers arrivent en France, eh bien ils ont parfois beaucoup de mal. Alors à moins d'être un groupe énorme pour lequel on veut d'abord acheter une part de marché, on prend juste deux exemples, McDonald's et Starbucks, c'est une notoriété que les 10 premières années de leur implantation en France, ils n'ont pas gagné réellement d'argent, mais il y avait un financement, ils ont eu des parts de marché. Alors les compétiteurs, après, il fallait qu'ils prennent des emplacements de seconde catégorie. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce que la restauration, c'est un métier difficile dans tous les pays du monde. Si à l'étranger, les gens perçoivent un salaire qui est faible, pourquoi n'ont-ils pas les mêmes problèmes de recrutement que nous en France ? Un jeune gars, ou à l'autre bout, un senior, aujourd'hui en France, et je veux dire Dieu merci, a une protection sociale qui fait que quand on est au chômage, sur une bonne partie de cette période-là, il y a très très peu de différence entre rester à la maison, et je dis même pas rester à la maison, et trouver un emploi pas forcément officiellement rémunéré, que d'aller travailler, même que 35 heures dans la restauration, mais travaille-t-on 35 heures dans la restauration, même si le contrat est de 35, c'est un métier dans lequel pendant des années et des années, je crois que c'est encore le cas, on travaille 45-50 heures par semaine, avec des coupures, avec pas de dimanche, pas de soirée, pas de match à la télé. Donc on a un vrai problème d'attractivité du métier. Donc c'est ça. Alors que dans beaucoup d'autres pays, il y a une souplesse du marché du travail et de l'autre côté, il n'y a pas l'aide sociale de l'État. Et c'est une des raisons pour lesquelles la restauration en France fait appel à énormément de travailleurs migrants officiels avec papier, alors des vrais faux papiers ou des vrais papiers, mais si on n'a pas cette manne, d'ailleurs les syndicats se battent contre les volontés de Bruno Retailleau d'expulser tout ça, comment on va faire tourner les cuisines ? Donc il faudra bien s'adapter, on ouvrira moins, mais de là à faire travailler des jeunes Français dans les cuisines, comme des jeunes Français sur des chantiers, comme des jeunes Français dans le ramassage des ordures, c'est une évidence depuis longtemps. On a besoin, ça a été dit d'ailleurs, y compris par des membres de la majorité,
on a besoin de plusieurs centaines de migrants dans les années à venir, surtout que la natalité est en train de se rétracter en France. Tu as également écrit un ouvrage sur le surf marketing. Comment anticiper les tendances avant tout le monde pour miser sur les concepts gagnants? Bon, alors déjà, anticiper, on n'anticipe pas les tendances, hein. De même que les influenceurs, qu'on appelait avant peut-être des tendanceurs, je ne sais pas, c'est pas eux qui créent les tendances. Je faisais dans ce bouquin-là, Surf Marketing, un parallèle entre les compétitions de surf et le marketing, c'est-à-dire globalement, comment un concept peut-il s'adapter aux tendances actuelles, mais surtout futures, de la restauration. Or, dans une compétition de surf, l'idée c'est de repérer des vagues qui montent, donc c'est pareil, donc des tendances, j'en avais identifié je crois une douzaine à l'époque, et c'est à peu près toujours le même nombre. Il n'y a pas beaucoup de tendances qui émergé, par contre il y en a qui ont été en reflux et d'autres qui au contraire ont gonflé considérablement, qui sont aujourd'hui extrêmement porteuses. Mais le compétiteur ne va pas gagner sur une seule vague, c'est rarissime de réussir dans n'importe quel métier en restauration. Il y a quelques exemples, on pourra peut-être en citer un ou deux, sur lesquels on peut surfer sur une seule vague pendant des décennies et continuer à gagner. Mais généralement, il faut surfer 4, 5, 6 vagues, et en fait, on ne sera jugé par les juges au surf et par les consommateurs que par les performances que l'on a fait sur 3 vagues. Donc l'idée, c'est de déterminer quelles sont les vagues montantes. Donc, il faut bien comprendre la sociologie du consommateur. Alors il est vrai qu'à l'époque c'était assez simple, on allait aux États-Unis, on voyait ce qui marchait, on se dit bon ben ça va arriver chez nous dans 5-6 ans. Aujourd'hui, puisque bon, tout le monde sait que grâce ou à cause des réseaux sociaux, il y a une mondialisation globale des tendances dans tous les domaines, la mode, la musique, la sociologie, et ce qui se passe sur un point de la planète se passe ici. Donc, pas la peine de trop se déplacer, il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux, d'écouter, de regarder les télés, toutes les télés, les réseaux, tous les réseaux, et essayer de comprendre, de percevoir, d'avoir ce feeling du consommateur, et puis après, choisir, ça c'est un acte d'entrepreneur, sur quelle vague je veux surfer. Alors, je disais qu'il y avait quelques rares contre-exemples. Alors c'est très drôle, le week-end dernier, j'ai été à Toulouse, et le hasard a fait que ma navette d'aéroport m'arrête devant l'Entrecôte. Et l'Entrecôte, c'était le premier papier que j'ai fait vers le milieu des années 70 pour Néo-Restauration. Et je me dis, tiens, je vais retourner voir ce qui a changé à l'Entrecôte de Toulouse. Et rien n'a changé depuis mon papier de 1971, sachant que l'Entrecôte s'est ouverte là-bas en 1962. Et c'est exactement la même chose, quasiment le même décor, le même personnel, le même monoproduit, la même sauce que j'avais réussi à identifier. D'autres maintenant, comme la Brigade par exemple, ont recopié, puisque je leur avais expliqué comment était faite la sauce. J'avais réussi en tant que journaliste à avoir le petit truc de Ginès de Sort à l'époque. Donc ça n'a pas bougé. Et ça marche toujours. Alors je ne dis pas qu'ils font aujourd'hui entre 500-600 couverts jour, ce qui est déjà énorme, mais à l'époque c'était 800 à 1000 couverts. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.